Bonjour, bienvenue au Port Manette. On est le 22 mai 2026 et on accoste pour une nouvelle revue de presse sur l'actu gaming. Et aujourd'hui à bord avec moi, j'ai, comme je le disais la dernière fois, j'ai notre directeur des notes non sollicitées, Alexis. Salut tout le monde. Alors au programme Alexis cette semaine, ce qu'on va voir, c'est que là on est un peu dans la pré-saison des showcases d'été. Il y a Sony, Xbox et Nintendo qui ont tous posé leur date plus ou moins. Et on va aussi parler de deux ex-Housemarque qui font l'actu en même temps. Il y en a un qui ouvre son studio, l'autre qui touche enfin un peu de pépette. On verra ensuite Sony qui resserre un petit peu tout autour de son business, les prix, les exclus, voilà, Destiny 2. Et on va finir avec Embracer qui se coupe en deux, encore. Mais avant de larguer les amarres, Alexis, on fait le tour de qui joue à quoi. Et je vais commencer par moi-même, sachant que moi-même je suis sur Sectory sur Switch 2. Je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais voilà, Sectory, tu sais, ce twin stick shooter qui puise beaucoup de choses dans Geometry Wars, mais qui apporte ses propres petits twists. Je suis encore dessus, j'ai pas lâché, c'est plaisant de faire des petites sessions de quelques minutes là-dedans. Je suis pas en train forcément d'essayer de battre des high scores, mais c'est juste le plaisir de mettre le cerveau en mode automatique, en transe, et tu joues, et voilà. Et également, j'ai reçu un code pour le nouveau jeu d'Ankama, enfin un nouveau jeu édité par Ankama, il me semble, c'est Savara. C'est une espèce de Hades-like, on va dire, avec beaucoup moins de budget, beaucoup moins d'ambition, mais voilà, il y a des petites qualités par-ci par-là dont on parlera, je pense, dans pas longtemps dans un petit format vidéo ou en format écrit, je vais voir ce qu'on en fait. Et puis c'est tout pour moi. Et toi ? Alors moi j'ai terminé Earthbound, donc toujours dans l'actualité. Il y aura par contre un test qui sera bientôt dispo sur le site. Ouais, ça devrait être dispo en même temps que ce pod, je pense. Ouais. Et donc là, j'ai commencé, un peu comme je disais la semaine dernière, il y avait le Yoshi qui est sorti hier. C'est quoi le titre français de celui-ci ? C'est Mysterious Book aussi ou... Le livre mystérieux. Il l'appelle comme ça direct ? Ouais, à mon avis, généralement, il localise une bonne partie des... Enfin, je dis ça, mais pour beaucoup de jeux, il localise pas en fait. Donc voilà, mais je pense que ouais, c'est le livre mystérieux. Donc ouais, j'ai commencé celui-là. Et le Tales of, le fameux. Alors, Tales of quoi cette fois-ci ? Arise, cette fois-ci. Ok. Ouais, c'est vraiment le portage du tout dernier qui est sorti. C'est pas Ok. les fameux portages qu'ils ont sortis parce qu'ils en sortent tous les 3 mois généralement. Ouais. Donc voilà. D'accord. Si t'es ok, on va lever l'encre alors, Alexis. Allons-y. Et on va commencer par ce que je disais, les deux histoires un peu qui se répondent entre elles, là, les deux anciens Housemarque qui font chacun leur route. Et tu me fais signe de baisser le son du volume, c'est ça que tu fais avec tes doigts ? Ok, je le fais. Et donc je disais, voilà, il y a deux histoires liées cette semaine. Et les deux concernent des ex-Housemarque. Alors, la première, c'est Harry Kruger, le directeur de Returnal. En fait, il vient d'annoncer que son nouveau studio s'appellera Cosmic Division, basé à Helsinki, en Finlande. Donc ce type-là, il avait passé presque 15 ans chez Housemarque. Donc tu sais, c'est ce studio qui a fait des jeux arcade plutôt sympas comme Resogun, Nex Machina et Returnal, plus récemment. Voilà, et apparemment, il aurait aussi bossé sur les bases de Saros au tout début. Ça semble logique. Donc il a quitté Housemarque, lui, en 2023. Il a fait un petit break, voilà, il a fait une petite phase de vacances. Et donc là, il revient avec son projet. Donc il est là un peu en mode séduction, si tu veux, parce qu'il est un peu... il est un peu en mode... on a fini une phase de financement, premier tour de financement accompli, et donc là, il recrute. Donc tu vois, sa petite phase de com, là, ça sert à ça. C'est pour dire, regardez mon bagage, je monte une petite équipe, on va rester compact et itérer rapido. Contactez-moi. Voilà. Et donc la deuxième news, qui a un peu un rapport, c'est Kimmo Latinen, qui est lui aussi un ex-Housemarque. Lui aussi, il est resté longtemps là-bas, 13 ans. Il était à l'époque de Resogun et autres. Donc lui, il est parti pour faire son truc solo, et son truc solo, c'est Sectory, le jeu qui est sorti l'année dernière sur les consoles et qui est sorti ce mois-ci sur Switch 2. Et ce qu'on apprend, pourquoi il est revenu dans la news, là, le monsieur Kimmo Latinen, c'est que sur Twitter, je crois, ou c'était sur Blue Sky, je sais plus, mais il s'est exprimé en disant qu'enfin, il pouvait se payer. Ce qui est pas mal quand même. Ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est 4 ans et demi de boulot, apparemment 0 salaire pendant tout ce temps-là. Et donc sa formulation exacte, c'est qu'il a à peu près récupéré un salaire de subsistance. Et il ajoute que l'accueil sur Switch 2 a été awesome en full caps. Je suis d'accord. Je l'aurais volontairement acheté si on ne me l'avait pas envoyé. Alors, petit rappel, Housemarque, c'est un gros studio finlandais.
qui a commencé avec ces jeux comme ça, la Resogun, Ex Machina, Returnal, nanana. C'est un studio qui a montré qu'il était capable de faire beaucoup plus que des petits jeux arcade grâce à Returnal et Saros. Sony les a rachetés en 2021. Et bon voilà, je parlais de Saros, j'espère que il est sorti plus tôt cette année. J'espère qu'il a bien marché. On n'a pas eu de chiffres là-dessus, ce qui est peut-être un peu mauvais signe, mais je leur souhaite que du bien. Bref, ce qui me frappe moi avec les deux histoires que je raconte là, c'est qu'elles racontent un peu la même chose. T'as Kruger qui ouvre son studio avec financement accompli. Il veut faire une nouvelle IP, il veut faire un jeu solo. Et Latinen, donc le mec de Sectory, qui finit par enfin pouvoir se payer après 4 ans. En fait, c'est un peu la même philosophie chez eux, tu vois. On fait un truc artisanal et on espère que ça va suffire à nous faire vivre. Alors, est-ce que tu vois ça comme tu vois, l'industrie qui essaie de se reconfigurer autour de petits studios pilotés par des vétérans? Est-ce qu'on en est là? Est-ce que l'industrie serait pilotée par des petits studios? Le problème avec un studio comme Housemarque, c'est que Sony les a rachetés juste après la sortie de Returnal. Et après, ils n'ont pas fait grand-chose pendant 5 ans. Donc, c'est toujours des petits trucs qui se passent en catimini. On ne sait pas forcément ce qui se dit. Oui, on ne sait pas ce qu'ils ont fait incuber. On ne sait pas tout ce qu'ils ont fait en 5 ans. Ouais. C'est ça. Donc, pour le coup, on est quand même sur des personnes qui sont assez haut placées généralement. On sait que chez Sony, il y a eu un peu de grabuge parfois. On rappelle, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque épisode, mais entre Bluepoint qui a fermé, entre des projets qui sont annulés à droite à gauche. On ne sait pas ce que Sony a pu leur demander de faire. Peut-être qu'à un moment, Saros s'est imposé comme peut-être pas une évidence, mais en mode vous revenez sur vos bases et vous faites ça. Et pour le coup, est-ce que l'industrie se reconfigure? Je sais pas, mais est-ce que pour le coup, refaire des petits studios, c'est peut-être une seule véritable opportunité créative, on va dire, pour des personnes. Pour sortir des gros rouages. Où ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent sans être sans se voir imposer des choix, ou alors on leur met le couteau sous la gorge. Justement, c'est pas ce qui s'est passé pour le Kimo. Pourquoi il est parti? Il avait sûrement des ambitions. Peut-être qu'il voulait refaire du petit jeu arcade efficace, et peut-être qu'il avait pas la place de faire ça là-bas. On sait pas. Bon, voilà. Et la question qui va se poser, c'est si... parce que là, tu disais que Saros n'avait pas des chiffres de vente exceptionnels. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Si Saros, en fait, marche pas, on ne sait pas ce qui va devenir de Housemarque, en fait, pour le coup. Est-ce que Sony va pas le mettre la clé sous la porte forcément, mais est-ce qu'ils vont les foutre sur un autre projet? Est-ce qu'ils vont... voilà. Mais c'est... Après, sur Cosmic Division, le studio de Kruger, là, le premier morceau dont on parlait, ce qui est marrant, lui, c'est qu'il parle directement d'un jeu solo PC console, tu vois, pas de live service, pas de free-to-play, pas de prétention à vouloir scaler un projet énorme, voilà. Et ça semble un peu, tu vois, s'inscrire dans ce qui se passe un peu plus largement dans toute l'industrie. Comme la semaine dernière, on parlait de Sega qui annule son live service, et on voit Sony un peu qui commence après avoir compté les pertes sur Bungie, à peut-être revenir sur du solo. On va en parler dans quelques topics, tu vas voir. Mais tu te dis voilà, que ces vétérans, ils sont peut-être en train de te montrer le sens maintenant de l'industrie, quoi. Si on revient sur Sectory, donc les ventes dont on parle, les bonnes ventes, bon, c'est pas non plus un chiffre, je crois que c'est 30 000 ventes au total. Donc c'est pas non plus un blockbuster, mais à l'échelle de ceux développeurs solo, c'est tout à fait sûrement convenable. Et ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que ça raconte pas qu'en gros la Switch 2, Nintendo avec sa Switch 2 a réussi à recréer le truc qu'elle avait créé avec la Switch 1, à savoir un espèce de refuge pour indés qui ont besoin d'un public, tu vois, le public engagé, prêt à payer. Et du coup, moi qui suis encore sur Sectory en ce moment, je peux te dire que la version Switch 2, elle marche bien. Donc je le vois comme ça, tu vois, un petit havre de paix pour les indés comme il y avait sur Switch 1. Ta question que je te pose pour toi, c'est est-ce que tu es surpris de voir que la Switch 2, c'est ce qui a permis vraiment à ce jeu de décoller plutôt que les autres plateformes? Non, je pense... Alors, oui et non, parce qu'après, la Switch 2, c'est quand même une machine qui n'a pas non plus un parc installé immense. Hein. Ils sont pas en train enfin, c'est pas encore comme à l'époque de la Switch où il y avait n'importe quel jeu qui sortait. C'était vraiment... Voilà. Après, l'avantage qu'il y a là, c'est que
c'est un jeu Switch 2 aussi uniquement, donc ça lui donne un peu de visibilité en plus. Donc ça, c'est pas mal. L'autre gros avantage aussi avec la Switch, enfin je pense encore, c'est son format. Elle reste déjà portable. C'est, par exemple, un jeu comme Sectoris, c'est hyper pratique de faire des courtes sessions. On est chez soi, même chez soi en fait. On sort la console, on se fait une session de 10-20 minutes et on la re-range. Enfin, c'est nettement plus pratique que d'allumer sa télé, de commencer à vraiment sortir tout le setup et d'être vraiment dans une grosse session gamer, quoi, on va dire. Et même par rapport à une machine comme même un Steam Deck, qui est déjà un peu plus imposant et qui est déjà vraiment plus lourd. Je trouve que pour le coup, c'est vraiment, c'est beaucoup plus plug and play en fait. Ouais. Imagine, tu serais solo dev, toi, en 2026, et tu dois choisir une plateforme prioritaire pour lancer ton jeu. Tu fais quoi ? Tu vises la Switch 2 ou tu te dis non, je vais sortir sur Steam d'abord ? Tu tentes le multiplat dès le départ, comme ça. En fait, ce qu'il a fait au départ, hein, Kimo, il a tenté le multiplat dès le départ. Tu ferais quoi, toi ? Après, pour le coup, je pense que le lancement sur Steam, parce qu'on parle des ventes de la Switch 2, mais c'est quand même Steam est quand même on n'a pas tous les chiffres de vente, mais je pense que la plateforme principale pour lui reste quand même Steam en fait. Ouais. Il a quand même fait tout son taf là-dessus, il a quand même fait tout le plus gros de ses ventes sur PC en fait. Donc il y a même pas de je pense qu'il n'y a pas de question à avoir sur quoi lancer au début. Steam reste le truc principal. Après là, il y a beaucoup d'éditeurs qui choisissent de faire ou de développeurs qui choisissent de faire et Steam et la Switch 2, justement parce qu'après c'est une machine qui a un parc encore, qui a un faible nombre de jeux qui arrivent et les jeux ne seront pas noyés dans la masse. Donc ouais, je pense que c'est intéressant. Et puis après, c'est quand même plus pratique de niveler vers le bas, mais c'est plus pratique de porter son jeu qui est pour la Switch et les mettre sur les autres plutôt que de faire l'inverse. Ça, c'est une vision très technique, ça, je te reconnais là. Ouais, mais pour le coup, je pense que Switch et Steam, c'est quand même pas mal. Ouais. Et après, du coup, on peut augmenter un peu les potards à droite à gauche pour les mettre sur les SDK. Si tu fais des pépettes, tu prends un SDK de PlayStation et Xbox et voilà quoi. C'est ça. Ok, bon voilà, ces petites histoires des petites équipes qui trouvent leur public, c'est assez rafraîchissant, je trouve. D'ailleurs, le jeu est encore, je regardais hier, là, mais sur on peut voir dans le top des ventes, il y a vraiment une section qui est destinée dans les sorties récentes, aux jeux qui sont sortis récemment et qui font le plus de thunes en fait. Qui performent. Ouais, pas dans le top, mais vraiment dans les sorties récentes. Et Sectory est encore présent, alors qu'il est sorti depuis une semaine, je crois, ou 2 semaines. Donc, c'est pas mal en fait. Ouais, mais je pense qu'il bénéficie d'une bonne aura de juste un petit jeu court, bien fait. Puis il est pas très cher, il est vendu 15 balles, donc pour le coup, ouais. Voilà, donc on parle de ça, et à côté, il y a les gros constructeurs, eux, qui préparent la grande messe annuelle de l'été. Et donc, cette semaine, on fait un petit récap de ce que les trois ont posé en termes de dates et d'événements. Donc, on a eu 3 annonces de showcase en pas trop longtemps, même si, bon, pour la Nintendo, c'est pas forcément un showcase, mais bref. Donc, d'abord, il y a Sony qui a un State of Play programmé pour le mardi 2 juin. Donc, si je me trompe pas, c'est dans 2 semaines, là. Bientôt, par rapport à nous. On sait qu'il va durer plus ou moins 60 minutes. On sait que c'est Marvel Wolverine qui va ouvrir le show. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils préviennent 2 semaines à l'avance, là, justement. C'est ce que je disais. D'habitude, c'est quelques jours avant, c'est quelques heures avant même. C'est bim, un showcase. Un peu comme si là, ils voulaient un petit peu créer un petit élan d'intérêt, un petit buzz autour de ça. Ensuite, Xbox, il y a le Xbox Game Showcase qui est calé sur le 7 juin à 19h. Hors de chez nous. Et ce showcase, il va être suivi direct d'un direct dédié à Gears of War EDI. Donc c'est le préquel qui raconte un peu ce qui s'est passé avant le jeu Gears of War. Ça peut intéresser des gens. Et donc c'est le premier grand showcase de la nouvelle direction Xbox de Asha Sharma. Donc on va voir ce que ça donne. Et enfin, côté Nintendo, le 3e, eux, ils ont juste confirmé leur présence à la Gamescom. Donc c'est du 26 au 30 août à Cologne. Donc il n'y a pas d'annonce de direct pour l'instant. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait peut-être un direct en juin. On ne sait pas si c'est un direct global comme ils ont déjà fait. Bref, on verra ce que ça donne. Parce que l'année dernière, c'était un direct Bonanza, je crois, à cette date. C'était pour faire la promo de la sortie de la Switch qui allait arriver, il me semble. Donc il y avait... C'était des directs dédiés à la Switch 2 réellement. Donc c'était pas forcément ce qui nous attend là. Ouais, je sais qu'ils avaient tapé en dernier dans tous les cas. Enfin, ils passent toujours en dernier, Nintendo. Et donc là, leur présence Gamescom, ils avaient déjà commencé l'année dernière à revenir avec des stands de jouables. Il y avait du Metroid Prime 4 qui
En gros, ils voulaient vendre leur Switch 2, quoi. Donc, il y avait du Prime 4, il y avait du Hollow Knight, il y avait du Pokémon. Bon, là, cette année, on peut s'imaginer la même chose. Nintendo qui arrive pour vendre des trucs, quoi. Bah, vendre, de toute façon, les cartouches qui seront annoncées forcément pour la fin de l'année et celles qui seront disponibles cet été. Donc, on va voir. C'est les questions que je te réserve, c'est qu'est-ce que tu imagines. Alors, petite perspective avant de commencer, c'est que donc c'est la première fois depuis pas mal d'années que les 3 constructeurs annoncent donc une phase où ils vont être tous les 3 visibles dans la même fenêtre, tu vois. Parce que Sony avait déserté le 3 il y a longtemps. Xbox avait réduit leur présence physique dans ce genre d'événement. Et Nintendo, ils ont toujours un peu fait leur cuisine à côté. Ils font ce qu'ils veulent. En gros, ils n'ont rien à foutre du rythme des autres. Et cette année, les 3 ont posé un peu dans la même fenêtre, la fenêtre du Summer Game Fest. Et donc ça rappelle l'époque où cette phase de l'année ressemblait à une vraie saison des showcases, quoi. Donc c'est un peu intéressant. Alors on va reprendre avec Sony. Ce qu'on peut noter sur le State of Play, c'est qu'ils n'ont pas encore annoncé quoi que ce soit concernant la Play 6. Donc on peut imaginer que ce showcase du 2 juin, c'est exclusivement du PS5. Donc ça va être 1 heure de PS5, ce qui est assez long pour un State of Play habituellement. Hein. Et comme on disait, le Sony qui essaye d'en faire un grand event 2 semaines à l'avance, ils ont même prévu de faire des séances rediffusées de ce showcase, diffusées en direct dans des cinémas américains, les Alamo Drafthouse. Donc tu sens qu'ils veulent vraiment transformer ça en gros événement et pas juste un stream jetable, comme pourrait l'être d'autres. Alors du coup, Alexis, donc showcase d'1 heure, Wolverine en ouverture. T'attends quoi toi du show à part ça? Une vraie surprise ou un défilé de jeux déjà annoncés? Alors déjà il y a si on peut avoir des surprises, c'est déjà pas mal. C'est bien. Hein. Typiquement, s'il passe 20 minutes sur Wolverine, Wolverine il sort en septembre. Personnellement, je vais pas dire que voilà, mais c'est très bien, mais voilà. C'est bien d'avoir des surprises. Leur augmentation de prix, elle est effective déjà, non? Elle est déjà effective, ouais. Donc, je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'ils vont passer 60 minutes. C'est qu'il va falloir qu'ils montent des jeux, qu'ils montent des choses et qu'ils incitent les gens à... Plein de clous à enfoncer, ouais. Et pour le coup, il y a quand même plein de jeux aussi qu'on attend. Et alors quoi, par exemple? En fait, il y a beaucoup de jeux qui vont viser un public et où Sony peut justement, en fait... sortir son épingle du lot comme ça en disant voilà, ça sort et on vous le montre. Le problème c'est que ce sera pas forcément du multiplate. Genre effectivement ils peuvent annoncer le FF7 partie 3 qui est multiplate, qui sera normalement multiplateforme. Ils peuvent annoncer aussi du Dragon Quest 12 qui est multiplate, qui sera annoncé comme déjà multiplateforme. Ils peuvent annoncer pas mal de petites choses. Ils peuvent annoncer il y a plein de trucs. Ils peuvent remontrer du Silent Hill qui est prévu pour bientôt. Ils peuvent montrer du DLC de Resident Evil qui est prévu pour partout. Ils peuvent montrer du Monster Hunter qui est un gros morceau. Il y a plein de trucs à montrer. Et des trucs internes. Mais un truc interne, en fait, là, pour le coup, ils ont du God of War Trilogy. Oui, mais... ils ont le multijoueur Horizon. Tu vois ce que c'est, ce truc-là? Il y a eu des bêtas plus ou moins fermées récemment. Oui. Il va falloir qu'ils le marketent bientôt, ce truc-là. Ouais. Moi, je pensais Qu'est-ce que font les autres équipes? L'autre multijoueur de Fair Games, une espèce de, je crois que c'est une extraction aussi, ou c'est un heist game là, comme Payday, c'est un peu, on sait pas trop quel est le genre du jeu encore. Peut-être ce truc-là, ils vont essayer de nous le vendre aussi. Ouais. Après, je pensais aussi à potentiellement 2 trucs. Donc ça peut être soit montré. Alors pourquoi le diffuser dans les cinémas? Ça peut être aussi pour montrer quelque chose de très coloré, on va dire. Coloré ou visuel. Là, tu vas dans le Kena, là. Alors, ça serait pas forcément Kena, mais je pensais plutôt tout ce qui peut être Shadow of the Colossus. Donc, toutes les produits... Alors, c'est pas coloré, mais... T'imagines un remake de ça? Pas forcément, mais une autre production de Fumito Ueda, donc ça va être par exemple du Ico ou... On avait vu un tease dans son prochain projet à lui. Donc, tu te souviens avec un robot géant, là? Donc c'est pour ça. Peut-être que ça pourrait être un truc comme ça. Je me dis qu'il pourrait marquer le coup avec ça. C'est pas du truc qui se vend, mais ça peut être impressionnant. En tout cas, t'imagines de la grosse value, production value à gogo. En tout cas, c'est pour nous montrer. Mettre ça dans des cinémas 4K. C'est pour nous montrer des extraits d'un film Uncharted ou nous montrer un truc comme ça. Ça serait, je trouve, très décevant. Peut-être. On va voir. Côté Xbox, contexte particulier, donc avec la nouvelle direction.
avec Asha Sharma qui a commencé à bouger des trucs à droite à gauche depuis qu'elle a commencé à bosser. Ouais. Premier showcase pour elle. Et le Gears of War E-Day, donc c'est le retour d'une licence Xbox assez emblématique, qui va être multiplateforme également, ce jeu, attention, hein, mais voilà. Si on résume, c'est en gros, il y a un nouveau capitaine, on retourne un peu aux fondamentaux, regardez-nous, tu vois, c'est ce qu'ils veulent dire peut-être avec ce showcase. Et donc voilà, pour Xbox qui a vu ses ventes hardware s'effondrer radicalement, c'est un petit moment de vérité là. C'est pourquoi pas le moment de démarrer la nouvelle génération, quoi. Alors qu'est-ce que tu aimerais voir absolument apparaître, toi Alexis, pour considérer que cette nouvelle team, elle a réussi son premier showcase? Tu veux quoi? Tu veux une date pour Fable? Tu veux plus d'infos sur le remake de Halo, le Campaign Evolved? Une Viva Piñata 3. Tu veux du concret sur la Helix? Tu veux Viva Piñata non, en bundle dans la console de la nouvelle Helix? Kinect. Non, pour le coup, non, mais en vrai, je pense qu'aujourd'hui, Xbox a, j'allais dire, a foiré sa génération. Non, ils n'ont pas foiré, parce que pour le coup, la machine, elle est hyper quali. Il y a des trucs qui sont hyper intéressants. La série X, je la trouve très... En tout cas, en termes de juste hardware, c'est quelque chose qui est hyper bien pensé. Après, pour le coup, le suivi est assez lamentable. Là, non, il faut que Microsoft, en fait, là, entre tout ce qu'on utilise, la direction, le truc projet, LX, machin, si c'est pour se pointer en nous disant on travaille dessus, merci, bisous, et voilà les jeux qui sortent sur la Xbox, enfin, l'actuelle, bon, bah, ça sert à rien de teaser. Et là, faut... Imagine le buzz s'ils arrivent avec déjà le look de la console et une tranche de date potentielle de sortie. C'est pour ça, je pense d'ailleurs que Sony en fait peut aussi vouloir montrer ça au cinéma, quoi. Peut-être. Vous avez du hardware, nous on a les jeux, bam, c'est ça, ouais. Parce que si les autres se pointent avec une machine très puissante ou un autre truc, et encore c'est pareil, très puissant, il va falloir voir la différence aussi, hein, parce que... Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc voilà, il va falloir voir. Yes. Bon, alors, et Nintendo à la Gamescom, plus discret hein, que les deux gros showcases dont on parlait, mais ça compte quand même. Si on rembobine un peu, il y avait Furukawa, donc le boss Nintendo, qui avait confirmé aux investisseurs qu'il y avait encore plusieurs jeux Switch 2 non annoncés. Ça nous intéresse, ça. Donc, Cologne au mois d'août, ça peut être l'endroit où on découvre concrètement ce qu'il y a dans le calendrier Switch 2 pour la fin d'année. Et donc, surtout, vu que les prévisions de vente Switch 2 pour l'année prochaine, donc elle a déjà commencé l'année fiscale suivante, là. Ces prévisions qu'ils ont sont plus basses que l'année écoulée. Ben, apparemment, il leur faut du contenu assez fort pour réamorcer les ventes. Hein. Donc, le truc à garder en tête, ça rejoint un peu une news de la semaine aussi. C'est par rapport aux ventes de consoles hebdo au Japon. Et si on regarde la Switch 2, en fait, elle est en train de décoller dans les charts. Et c'est clairement les gens qui se précipitent pour acheter avant la hausse des prix qui arrive. Ouais. Donc, ça veut dire que la demande, elle est toujours là. Hein. C'est juste qu'elle est un peu artificiellement boostée à cause de ces effets d'annonce de attention, ça va piquer. Donc, fin 2026, après la fameuse hausse, il leur faudra vraiment du contenu pour relancer la machine, selon moi. Hein. Oui, cet été, c'est le bon moment pour démarrer. De toute façon, je pense qu'ils ont les licences, en tout cas avec Splatoon ou du Star Fox, c'est des trucs qui marchent quand même un peu au Japon. Enfin, Splatoon surtout. Donc, Splatoon marche très très bien au Japon. Ouais. Et donc, dans les 3 showcases, là, dans ces 3 apparitions, laquelle t'attends le plus? Et dans Nintendo, imagine qu'il y a un direct aussi. Non, je pense qu'il y aura un truc. Je pense qu'il va y avoir un truc. Il y a trop de leaks récemment et le planning est trop flou pour voilà. Ouais. Fais comme s'il y avait ça dans le lot. Ouais. T'attends qui de pied ferme là? Sony pour comprendre où ils vont. Xbox pour voir le hardware peut-être. Ouais. Alors, je pense que pour le coup, alors moi j'avoue quand même que effectivement en termes de licence, j'ai un affect pour ce que fait Nintendo. Donc clairement, ça sera à eux que voilà. Si Microsoft en fait ne fait pas les 3 m'intéressent vraiment, quoi. Je trouve que d'un côté en fait il y en a une qui va potentiellement définir ou dessiner l'avenir d'Xbox. Sony, eux, ils veulent définir la fin de leur gène. Xbox veut définir la nouvelle gène. C'est ça. Et Nintendo, ils veulent vendre des consoles, quelle que soit la gène. Ouais. Et puis surtout, en fait, le truc qu'il y a, c'est que Nintendo ils peuvent, en fait, je vais pas dire... ils peuvent, c'est pas mettre tout le monde d'accord, quoi, mais ils peuvent réussir à s'imposer comme ils l'ont fait avec la Switch. Et ils y arrivent déjà, en fait. Donc, il va falloir que... Pour le coup, les 3 sont super intéressantes parce que les 3 ont 3 objectifs. Tu dois en choisir qu'un. Et moi, pour le coup, je vais...
façon, moi, pour le coup, je vais prendre Nintendo parce que Allez. clairement, de toute façon, je joue. Si je dois jouer dans mon transat avec les pieds en éventail, ça sera pas sur une console branchée sur le secteur que je veux le faire. Ouais. Toi, tu regardes. Écoute, bizarrement, c'est Xbox qui m'intéresse le plus, mais d'un point de vue regard sur l'industrie, parce que c'est vraiment curieux ce qui s'y passe et j'ai envie de voir. J'ai envie de les voir démarrer plus vite que ce qu'ils ont essayé de faire la dernière fois. Ouais. Et je m'attends peut-être même à avoir du hardware. On a déjà vu des morceaux de la manette déjà de la. C'était des leaks un peu, mais on a vu des morceaux de la nouvelle Elite, la manette Elite, je crois. Qui sait? Peut-être qu'il y a une autre boîte en plastique qui est prête à être qui traîne quelque part. Ouais. Mais on va rester un peu chez Sony là. On n'a pas fait le tour encore avec eux. Parce que, à part ces histoires de State of Play, il y a eu d'autres news autour de l'univers Sony, des décisions qui ont fuité et qui semblent un peu, tu vois, nous montrer dans quelle position Sony se reconfigure. Donc, il y a eu 4 annonces, il me semble, dans cette histoire. Et la première, c'est le PS Plus qui augmente. Donc, à partir du 20 mai, c'est déjà passé. Pour les nouveaux abonnés seulement, pour l'instant, il y a tous les tarots globaux qui augmentent un petit peu. C'est-à-dire que le tarif de base, le essentiel, il prend 1 euro. Celui de 3 mois, il prend 3 euros, je crois. Voilà. Bon, la justif pour l'augmentation, c'est les conditions du marché en cours. Donc, on sait ce que ça veut dire. Donc, je disais aussi, pour l'instant, les abonnés actuels gardent le tarif qu'ils ont tant qu'ils continuent de renouveler sans interruption leur abo. Une autre manière de dire, attention, reste abonné, même si tu n'as plus trop d'intérêt, hein, reste abonné. Tu vas te taper 2 euros de plus sinon. Voilà. Bon, il y a des petits détails qui disent que dans 2-3 pays, tout le monde passe direct au nouveau tarif, mais bon, ça ne nous touche pas à nous, forcément en Europe. La deuxième annonce, c'était il n'y a pas trop longtemps, c'était le 18. Il y a des éléments d'une réunion interne qui a un peu fuité, où le patron de PlayStation Studios, le Herman Hulst, il a confirmé à ses équipes en fait que les jeux narratifs solo de Play, ce que je pense on aime faire nous sur notre Play, ceux-là resteront dorénavant exclusifs aux consoles PS5 et PS6. Donc tout ça, ça a été reporté par le journaliste de chez Bloomberg, le Jason Schreier. Et donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeux comme Ghost of Yotei ou Saros ou Wolverine, en fait, on les aura pas sur PC. Donc les seuls qui resteront encore multiplates, c'est là où il y a du sens, c'est les multijoueurs et c'est les live services, comme le Helldivers 2 ou le Marathon ou Marvel Token. Là, il y a une vraie raison pour les trouver sur du multiplate. Bon, ils vont continuer à l'être. La troisième annonce, c'est plus une rumeur qu'une annonce, celle-là. C'est des insiders qui nous disent par-ci par-là sur Twitter que, en fait, dans les précédentes rumeurs qui nous disaient que Sony avait envie de réexploiter d'anciennes IP, il y avait du vrai là-dedans. Et pas de détails sur quelle IP on mentionne, mais il y a des rumeurs qui circulent qui parlent de peut-être un Infamous, quelque part. Pas fait par Sucker Punch, donc pas fait par les développeurs initiaux du projet, mais quelque part chez Sony, il y aurait un projet Infamous encore. Donc, il n'en faut pas plus pour que les fans se mettent à imaginer que peut-être c'est le retour de Sly Cooper, qui était pas mal aussi, ou Ape Escape, ou Motorstorm, pourquoi pas, ou Resistance, encore plus bizarre. Medieval, ouais. Et donc la quatrième, c'était hier ou avant-hier, c'est Bungie qui annonce qu'ils arrêtent les développements sur Destiny 2. Ils passent en mode maintenance, le jeu devient Legacy, mais plus de nouveaux contenus. Après ça, donc, voilà, plus d'extension, plus rien. Les serveurs, attention, restent toujours en ligne, mais l'équipe, elle bascule sur autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce autre chose? Alors, il peut y avoir du bon comme du moins bon. Ce qu'ils disent eux dans leur petit message, c'est on bascule en mode incubation, on va travailler sur les prochains projets, et ils vont passer aussi sur ce qu'ils disent être la nouvelle phase dans la vie de Bungie. Si on a un regard un peu plus critique et observateur, c'est peut-être que il va y avoir peut-être des licenciements chez Bungie, et puis leur projet incubation, très bien, peut-être que vous allez faire germer des idées chez vous, mais peut-être que c'est pas vous qui allez les développer, et peut-être que vous allez juste chapeauter des projets de loin, par-ci par-là. Bon, on va voir. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à ça? Par rapport à Sony qui essaye de ressusciter des propriétés intellectuelles et refaire du jeu solo. Et surtout à refaire du solo que sur la Play 5 et Play 6. Est-ce que tu te dis qu'il rate une opportunité commerciale en coupant le marché du PC? Parce que God of War avait quand même fait des pépettes. Ouais. Tu vois ça comme une opportunité ratée ou comme un choix stratégique
legit en fonction de ce qui se passe peut-être avec la Xbox là. Alors après, il y a quand même pas mal de trucs. C'est que quand il y avait les développements qui se faisaient à l'époque, ça leur coûtait tellement de pognon que je pense qu'il leur fallait absolument sortir les jeux ailleurs pour rentabiliser un petit peu. À mon avis, ils n'étaient pas... Même sur PS4, PS5, il fallait qu'ils rentabilisent, quoi. Donc, c'était peut-être une solution de facilité pour eux. Après, pour le coup, effectivement, aujourd'hui, quand on est sur une machine brandée Xbox, comme tu dis, pareil, quand tu sors ton jeu dessus, c'est peut-être pas ouf, quoi. Surtout, tu le sors dessus et puis il peut être un petit peu plus beau. C'est ça, il peut être sur un ta petit peu console. plus beau et tout ça. Donc, bon, il y a cette logique-là. Voilà. Aujourd'hui, après, l'autre, voilà, il y a ça, il y a aussi le revers, c'est que aujourd'hui, tu perds un petit peu aussi l'attractivité de ta console quand les gens vont se dire bon, de toute façon, je vais pas jouer à ce jeu-là, je vais pouvoir y jouer dans 6 mois sur mon PC, quoi. Ouais, on entend ça souvent. Ouais. Donc, pour le coup, bon, ils vont peut-être... alors après, on est sur des machines qui valent quand même assez cher. 900 balles maintenant. Voilà. Mais pour le coup, est-ce que je comprends la logique de Sony? Ça serait, si je dis non, c'est comme si je disais non à la stratégie en fait, de Nintendo, quoi, pour le coup. C'est que Nintendo a toujours eu une logique de conserver ses licences. Donc non, pour moi, je comprends en fait leur logique. On revient en fait à une logique d'exclusivité, vraiment. Donc oui, après, c'est un risque aussi, après, parce que pour le coup, c'est pas dit que sortir un Sly Cooper, ça va marcher, quoi. Parce que clairement... Justement, ouais. Si on part sur ce sujet de ressusciter d'anciennes licences, s'il y en avait qu'une seule à ressusciter chez Sony, une qui dort depuis un moment, tu verrais laquelle? Alors moi, je pense que le coup de cœur que j'ai pu avoir d'une licence qui n'existe plus parce qu'elle est crevée, comme beaucoup chez Sony de toute façon, qui bute, voilà, c'est Gravity Rush. Ah oui, ça fait mal au cœur. Ouais, que j'ai trouvé. Voilà. Donc, malgré tout, alors attends, Gravity Rush, donc c'était sur Vita, ouais. 1 et 2, et il y a eu un portage sur Play 4 du 2, je crois. Des deux, ouais. Des deux. Mais tu peux quand même jouer sur Play 5 à ton Gravity Rush Play 4, je crois. Je pense, oui. Donc tu peux quand même un peu encore y jouer, ça va. Mais après, il n'empêche que Mais il n'y en a plus, quoi. Le studio, il n'y a plus. C'est fini, ouais. Après, Medieval aussi, je disais ça tout à l'heure, mais Medieval, hormis un remake qui a eu lieu il y a quelques temps, bon, c'était vraiment un remake pour faire plaisir, peut-être pour un petit peu, je pense, jauger un peu le marché. Bon, on voit ça marche pas, allez hop, on passe à autre chose, on attend de relancer la machine à un autre moment, en fait. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Je verrais bien un Jack pour en revenir. Ça pourrait s'inscrire dans un peu la renaissance des platformers, tu vois. Ouais. Astrobot a eu un peu de succès aussi. Ouais. Donc, et puis pour le coup, est-ce que c'est peut-être avec Naughty Dog, du coup, forcément? Est-ce que tu crois qu'ils ont... Tu as joué à Astrobot ou pas? Ouais. Tu sais, quand tu débloques tous les petits persos de l'univers Play, tu peux après les retourner et interagir avec eux pour déclencher les petites animations. Tu crois qu'ils ont des stats pour voir quel est le perso Legacy Play le plus interagi pour avoir un peu des métriques? Je sais pas, ouais, peut-être, ça serait marrant de voir ça. Après, c'est comme leur PlayStation Mini, là. Est-ce qu'ils ont des stats sur qui joue à quoi? Qui joue à quoi? Ouais, donc ça serait marrant de voir ça. Ouais. Ouais. Et enfin, si on parle du dernier topic, là, qui était la fin de Destiny 2, t'y vois quoi, toi? T'y vois juste un signal qui dit bon, on n'a plus de thunes pour supporter 2 projets et on arrête Destiny 2. Allez hop, allez tous jouer à Marathon? Oui. C'est ça? C'est un peu ça déjà. Enfin, d'une part, en tout cas pour les joueurs, c'est Destiny 2, c'est fini, merci bisous, Marathon est là. Ensuite, pour les équipes, c'est Destiny 2, c'est fini. Allez bisous. Et ouais, peut-être qu'il y a une partie qui va aller sur Marathon si jamais, mais il y a surtout une grosse partie qui va aller surtout ne pas jouer à Marathon, mais enfin ne pas développer Marathon, mais peut-être aller jouer à Marathon, les pauvres. Ouais, aller jouer à Marathon. Ouais. Ok. Bon, on va enchaîner avec un autre acteur de l'industrie qui, lui, cherche pas à se renforcer, mais il cherche plutôt à se couper en plusieurs morceaux, encore une fois. Et donc, on parle de Embracer Group. Alors, je sais pas si on a déjà parlé dans ce podcast du Embracer Group. C'est un très gros morceau aussi. Très gros morceau. C'est le conglomérat suédois qui avait racheté à peu près tout ce qui bougeait dans l'industrie entre 2020 et 2023. Et donc, ce conglomérat va se couper en 2, encore. Ils ont annoncé ça le 20 mai. Alors d'un côté, ce qui va résulter de cette séparation, de cette scission, c'est on aura Fellowship Entertainment, dans lequel ils vont laisser
Donc ils vont laisser Crystal Dynamics, ceux qui font Tomb Raider. Ils vont laisser Eidos Montréal, c'est ceux qui nous avaient fait les Deus Ex et autres. Ils vont laisser Warhorse Studios, c'est ceux qui font Kingdom Come. J'avais pas réalisé qu'ils étaient sous Embracer, tu vois, eux. Ils vont y laisser Middle-earth Enterprises, donc c'est tous les studios, c'est le studio qui peut se faire pas mal d'adaptations qui ont la licence Middle-earth. Donc il y a Seigneur des Anneaux et le Hobbit là-dedans. Là. Et ils y laissent aussi Dark Horse Media. Et donc avec tous ces studios, ils y laissent aussi les licences qui sont associées. Donc il y a Tomb Raider, Lord of the Rings, Kingdom Come, Metro, Dead Island, Darksiders, etc. Donc c'est devenu un peu le gros morceau, grosse propriété intellectuelle. Et donc c'est comme ce que Ubisoft avait fait avec leur Vanguard. Tu sais, ils avaient mis toutes leurs grosses IP dans une même boîte pour sûrement montrer un tableau plus équilibré dans des résultats financiers, quelque chose du genre, bref. Tout ça, c'est 2200 employés environ, ça fait pas mal de monde. Et alors, de l'autre côté de la séparation, le truc qui reste, ça s'appelle encore Embracer. Et là-dedans, il y a THQ Nordic, il y a Aspyr, il y a PlayOn, il y a Demiurge, il y a Vertigo, des studios un peu moyens en taille, avec des licences plus secondaires comme Biomutant, Gothic, Killing Floor, Titan Quest, Wreckfest, tous ces trucs-là. Et eux, c'est comme ça qu'ils sont présentés dans leurs annonces, c'est le foyer pour entrepreneurs avérés, c'est là où ils vont faire un peu plus attention à ce qu'ils font et comment ils dépensent. Voilà. Dans ce morceau qui reste là, c'est 3500 employés. Donc, pour mettre un peu de perspective encore plus dans toute cette histoire, ils ont déjà été découpés en plusieurs morceaux Embracer, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Il y a pas mal de leurs studios qui, au moment de ces séparations qui sont partis, ils ont racheté un peu leur indépendance, comme Coffee Stain, Asmodee, Gearbox, ils sont partis à ce moment-là. Saber aussi est parti à ce moment-là. Et donc toutes ces acquisitions, là, c'était post-Covid. Il y a des fonds saoudiens qui sont venus avec des millions et des milliards qui ont pu permettre à ces boîtes d'acheter à gogo tout ce qui passait, quoi. Et forcément, ça s'est pété la gueule quand ils ont vu que l'argent coûtait plus cher que ce qu'il avait coûté à l'époque. Et bref, voilà. Donc des studios qui se ferment, des studios qui se rachètent leur indépendance. Voilà. Tu y vois tu vois quoi, toi, dans ce dernier découpage ? Est-ce que c'est la suite logique de ce démantèlement ? Et même s'ils n'appellent pas ça un démantèlement, mais c'est le next step. Après, si tu recherches un investisseur, c'est vrai que c'est plus facile d'être racheté si t'es plus petit. Si t'es plus petit et si t'es plus shiny aussi. Ouais, aussi, ouais. Donc, acheter une boîte où il y a Tomb Raider et tout le reste dedans, ça fait propre. Ouais. Ça fait plus propre, effectivement. Alors que bon, Titan Quest et Gothic, c'est bien, mais effectivement, ça a moins d'aura que d'autres licences. Donc ouais, je pense effectivement que la partie Embracer, du coup, va peut-être elle rester, en fait, telle qu'elle est pour le coup. Et peut-être que la partie Fellowship Entertainment va peut-être être plus à même de recevoir des fonds à droite à gauche. Ouais. Et voilà, ça va être... Pour le coup, ça, c'est peut-être un aspect. Et en étant peut-être aussi moins, on va dire, moins important, enfin moins gros, peut-être que Embracer peut aussi être plus à même de manipuler ses salariés un peu comme ils veulent. Ouais. On va dire... quand tu as un studio qui marche pas trop, quand tu as un THQ Nordic qui fait des trucs et si le jeu ne vend pas forcément, bon bah c'est pas non plus... c'est qu'un studio de moins. C'est un studio voilà, de moins qui va licencier, quoi. C'est pas le studio qui possède Eidos, qui possède qui possède les licences de tel jeu et de tel jeu. Ça fait peut-être moins tâche dans le reste. Donc ouais, je pense que c'est peut-être pour ça. Du coup, si on regarde le gros morceau, donc la partie Fellowship, celle qui, comme tu dis, elle a apparemment un plus gros potentiel que l'autre. C'est venu aussi avec des petites annonces, ce découpage, notamment que la team qui fait Kingdom Come, on leur confie également un nouveau projet là, qui serait un open world Middle-earth, basé sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc s'ils arrivent à livrer ça correctement dans 2-3 ans, c'est une boîte qui peut faire pas mal de thunes, je pense. Parce que ça peut marcher beaucoup, ça. Si ça sort, ce jeu, et s'il marche bien, est-ce qu'il t'intéresse ? Est-ce que ça te fait un peu tilter Oui, je pense que comme beaucoup de trentenaires, quarantenaires, à l'univers du Seigneur des Anneaux, je pense que c'est un peu un petit rêve, surtout quand on voit dans Kingdom Come aujourd'hui, t'as tellement de... Enfin, c'est quand même des choses où t'as des gros champs de bataille, tu peux faire la même chose avec le Seigneur des Anneaux, enfin, si tu peux en tout cas remettre ça dans cet univers, franchement, ça serait effectivement, ça serait bien, ouais. Donc,
encore une fois, il faut voir ce que ça donne, il faut voir si tout ça s'est fait quand même aussi de manière assez respectueuse aussi. Hein. Il y a des trucs, voilà. Et après, il y a pas mal de trucs qui sont attendus, hein. Même le Tomb Raider, moi j'attends de voir aussi ce que ça va donner. J'avais bien aimé même la précédente trilogie, donc faut voir ce qu'ils vont nous pondre. Pour revenir vite sur la partie Seigneur des Anneaux, d'un point de vue licence, il me semble qu'il y a un truc, il y a quand même une petite spécificité, c'est qu'eux, ils ont la licence des bouquins, je crois. Et c'est Amazon qui a la licence pour adapter ça à l'univers cinéma. Ça veut dire que c'est eux, je crois, c'est Amazon qui a les ressemblances avec les personnages tels qu'on les connaît au cinéma. Ouais. Et eux, ils les auraient pas. Donc ça peut faire peut-être aussi un petit effet. C'est quoi ces faux acteurs si tu mets un autre que Viggo Mortensen à la place de Aragorn, si tu mets autre chose que le Gollum qu'on connaît au cinéma, ça peut peut-être backlash un peu. Ouais. Après, pour le coup, ils peuvent faire un peu comme. Parce que je crois que quand Amazon avait pitché sa série Seigneur des Anneaux, c'était la société de Tolkien, enfin, les dirigeants Tolkien, du coup, vous voulez pas Tolkien Company, vous voulez pas qu'il y ait de rapprochement en fait avec l'univers du Seigneur des Anneaux directement, pour éviter en fait le désastre du Hobbit. En tout cas, ce qui s'est passé en fait, ils n'ont pas aimé du coup le traitement du Hobbit et ils voulaient éviter en fait tout problème futur quoi. Okay. Donc c'est pour ça que la série se passe dans un univers univers complètement différent, mais une époque complètement différente. Une vision différente en tout cas. Aussi ouais. Et donc on n'est pas non plus à l'abri que ça peut très bien se passer dans des choses complètement différentes aussi quoi pour le coup. Ça me fait penser aussi au jeu Harry Potter aussi. Non, c'était le jeu Avengers, tu te souviens oui, effectivement. Ouais. Où il y avait des Avengers, mais c'était la version un petit peu station-service des Avengers. Où tu pour le coup, Captain America ressemblait même presque plus à Robert Downey Jr. Qui sont ces gens Où sont les acteurs que je connais depuis 15 ans voilà. Surtout quand t'as pas en parallèle le film qui sort juste à côté. En fait, à quoi vous pensiez, les gars? Trouve un peu de budget pour acheter des ressemblances. Mais bon, bref. Donc j'aimerais pas qu'il se passe un peu la même chose là, avec un faux Viggo et des faux Hobbits quoi. C'est pour ça que je me dis qu'à partir de ce moment-là, si tu joues en fait un rôdeur comme ils ont fait en fait avec Shadow of Mordor. Ouais, ça c'était le plus simple, le plus. Ce serait le plus mieux. Le plus mieux, ouais. Allez, on laisse tomber tout ça. On va enchaîner sur les sorties qu'on a suivies là ces derniers jours et on verra après celles qui arrivent. Mais bon, sortie de la semaine écoulée, on a Yoshi et le livre mystérieux. Donc c'est une exclue Switch 2. Ouais. Souviens-toi, Alexis, la semaine dernière, les pronostics concernant les scores OpenCritic de ce jeu. Il y a quelqu'un qui avait annoncé un 80 et qui a eu juste. J'avais mis 80, effectivement. Non, tu avais mis 80 et quelques. Ah, pardon. Oh, pardon. J'avais mis 80, j'ai vu juste, il a un score de 80 sur OpenCritic. Et en fait, ce que ça dit derrière ce 80, c'est le Yoshi le mieux noté depuis 20 ans, je crois. Mieux noté à égalité avec le Yoshi's Island sur DS. Ouais. Et ce que la presse nous dit, c'est que la DA à l'aquarelle, elle est cool, c'est salué. Le gameplay calme, exploratoire, c'est chouette. Mais apparemment, la structure est parfois un peu répétitive. Ouais, alors... Tu nous confirmes tout ça? Alors, je confirme, mais je dirais même surtout que... Attention, reste poli. Alors, non, juste... donc c'est un jeu qui a été développé par les mecs de Goodfield. Goodfield, ils ont déjà fait Woolly World et Carton World. Voilà, Woolly World, il y avait Len World et Carton World. C'est Woolly, ouais. Ouais. Et c'était des jeux de plateforme qui étaient quand même, mis à part leur côté visuel magnifique, voilà, mais c'était des jeux qui étaient classiques. C'était des jeux de plateforme vraiment classiques. C'était des jeux qui essayaient d'être un nouveau platformer Yoshi, ouais. Exactement. Alors qu'ici, pas du tout. En fait, on arrive dans un monde, on explore, on explore. Il y en a beaucoup qui le comparaient avec une sorte de bac à sable interactif. C'est ce que j'allais te dire. C'est un peu ça. Donc, faut pas s'attendre. Si quelqu'un faut pas y venir en cherchant un platformer exigeant. Exactement. Ou même j'aurais presque envie de dire presque un platformer même. Tout court. Ah ouais. Alors, il y a des petites phases de plateforme quand même à droite à gauche. Mais je veux dire, quelqu'un qui va s'attendre à vraiment des grosses phases de plateforme et tout. Non, enfin, c'est même pas. C'est juste que c'est pas que c'est moins bon en notes et tout, c'est juste que c'est pas le même jeu en fait. T'attendais-tu à quelque chose de différent ou t'étais préparé à avoir ça? Non, non, parce que pour le coup, j'avais vu vu en fait le truc. T'avais vu le direct de 45 minutes? Ah non, c'était pas celui-là. Non, ça c'était Smash Bros. non, c'était Yoshi Karting. Et alors, mais pour le coup, non, je m'attendais à ce que ça soit Kirby Karting, différent. pardon.
Ah oui, Oui. les deux. Les- deux. Ouais. C'est dommage qu'on ait pas eu le pod à cette époque parce qu'on aurait bien rigolé là. Mais... On aurait même fait ça on aurait même fait en direct. Aïe, aïe, aïe. Et non, mais du coup, je m'attendais pas à... Je m'attendais à ce que ça soit différent, du coup. Donc ça va. Mais il faut savoir dans quoi on se lance, en fait, quand Ok. Voilà. c'est tout. Allez, on enchaîne avec le deuxième de la semaine, c'est Mm. le Lego Batman. Donc on n'avait pas pronostiqué là-dessus. Il est bien reçu aussi, il est en 86 lui. Ouais. Et bon ben voilà, hein, c'est un Lego Batman. Qui a l'air respectueux des licences Batman. Ça respecte les licences, c'est mignon, c'est rigolo dans ce qu'ils font. Et puis Ouais. c'est un Lego Star Wars quoi. Enfin c'est un Lego Harry Potter. Enfin je veux dire c'est un Lego Seigneur des Anneaux. Enfin je veux dire c'est un Lego quoi. Ouais. À noter quand même que du coup, apparemment, Rocksteady aurait bossé avec l'équipe, Pour les bagarres. les équipes, ouais, pour les bagarres. Donc voilà. Yes. Voilà. On va basculer sur les sorties qui se profilent. Ouais. Et comme ça, on conclut là-dessus. Donc, cette semaine-là qui arrive, on a le 007 First Light qui va sortir. Donc, développé par IO Interactive, les gens derrière la licence. Hitman. Ah, pardon, Ça sortait plus. je pensais que c'était à moi de le dire. Et... Hitman. non, Hitman. Donc, c'est une origin story. Hein. James Bond, il est jeune, il est beau gosse. Il y a du stealth. C'est mon histoire, quoi. Il y a du stealth, il y a des séquences d'action cinématiques à la Uncharted. C'est un scénario original inspiré des romans. C'est un gros morceau. Alexis, pronostic. Je pense que ça sera bien. Je pense que ça sera par contre pas aussi bien qu'un Hitman. Je pense que ce sera très dirigiste par contre, à mon avis. Ouais, mais les gens veulent ça, ils veulent du solo. Ouais, mais les gens, je pense qu'ils vont le comparer à Ils Hitman. veulent du pestacle. Les fans d'Hitman vont le Hitmaner, ouais. Mais les autres, ils vont y jouer. Je vois bien avec un 79. Ouais. Moi, je suis à 84. Ah ouais, ok. Alors, attends. 79, moi. Non, toi et moi, 84. Et je demanderai à Anto, lorsqu'il sera sur notre time zone, à moins qu'il y soit déjà, on ne sait pas. On verra. Ensuite, cette semaine, il y a l'adaptation Switch 2 de Stray. On va en parler rapido. Oui, le jeu du chat. Le chat dans la ville cyberpunk. Ouais. Voilà, y a pas, on n'entend pas beaucoup plus que ça, mais bon, c'est Annapurna qui continue de pousser ses jeux sur Switch 2 et c'est chouette. Et juste, ils n'ont pas encore dit le truc, mais les thunes. Mais pour les thunes. Mais du coup, est-ce que le jeu... Combien de thunes il faudra mettre pour acheter le jeu? Surtout pour mettre à jour le jeu, parce qu'il était déjà disponible sur Switch. Je savais plus. Ah oui, c'est la Switch 2 édition. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'ils vont faire comme le relais j'espère. Tu mets un peu de thunes et t'as la 2, quoi. Ou voire même comme pour le relais et... Gratos. Gratos, exactement. Vu la qualité du jeu de base... Et le dernier jeu que je voulais signaler dans la semaine, c'est Mina. Mina The Hollower, donc la suite. Non, le jeu suivant des gens qui ont fait Hollow Knight. Ouais. Non, Shovel Knight. Oui, pardon, en plus je dis oui quand même. Shovel Knight. Donc c'est un autre Knight, c'est pas le même. Celui-là, il a une pelle. Ouais. Donc ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait de jeu sans pelle. Et donc ils reviennent avec un jeu. Ils ont fait plein de jeux, mais ils ont fait du Shovel Knight Dig, Shovel Knight Pocket Dungeon. Ça reste des jeux avec des pelles. Ouais. Celui-là, c'est le premier où il n'y a pas de pelle. Mais le personnage creuse quand même. C'est une pelle, ouais. Donc c'est un jeu d'action-aventure, vu du dessus, comme les Zelda de l'époque. C'est pixel art inspiré 8 bits. Ouais. Mais inspiré version Game Boy Color, quoi. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Enfin, les palettes sont restreintes. Bref. Oui. Ambiance gothique, voilà, c'est rigolo. Tu joues une souris qui peut s'enterrer pour traverser les levels. Enfin, plein de petites mécaniques. Et les palettes sont restreintes, mais c'est joli. Avec toutes les options d'accessibilité, apparemment, quand même. On peut le remettre en couleur. D'accord. Il y a un paquet de palettes, donc. Voilà. Le jeu, il a pris quand même de multiples délais depuis 2025. Tout le monde l'entend, tout le monde l'attend. Mais personne ne l'entend pour l'instant, mais tout le monde l'attend. Ouais. Et voilà, c'est le prochain Indie Darling, peut-être. Peut-être. C'est le prochain que tout le monde a. Voilà. Alexis, pronostic sur celui-là, tout de suite. Forza, il y a combien? 91? Alors je vais dire 92. 92 sur Mina? Ouais. Moi, j'y mets un 91. Oui, je pense que j'avais joué à la version, à la démo, qui était sortie l'année dernière. D'accord. Ça avait l'air. C'était très cool. Et du coup, c'est Mina qui te tente le plus là dans tout ça? Alors, il y a aussi. Dans les trois que j'ai mentionnés, c'est Mina, c'est ça? Ouais, non, mais oui, clairement. Oui. James, tu vas le zapper, de toute façon, t'as pas la play, c'est ça? Ouais, quand j'y joue chez un pote, mais. Switch 2, elle est censée arriver dans l'été, mais bon, on verra. Ouais, mais même quand il sortira, ça attendra un petit peu. Je veux dire, ça
va être sympa, mais... Et dans le reste du calendrier de la sortie, il y a des trucs qui t'interpellent? Alors, il y avait un truc que j'ai vu dans un direct, ça s'appelle My Little Puppy. Alors, ça peut paraître très con. Puppy. 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 Parce que j'ai dit toujours Puppy, Tu mais dis c'est Puppy, mais c'est Puppy le mot. Mais c'est Pupil. Mais- Pupil. Ouais, Oui, bref. Pupil et Pipi. Ouais. Bref. Pup- Et du coup, c'est un chien qui meurt, je crois, et Ah, qui doit... non, j'y joue pas. Voilà. Mais du coup, il doit retrouver son maître, je crois. Ah, non. Non, on joue pas ça. Hein. Voilà. Donc j'avais vu ça avait l'air mignon. Ok. Après, non, il y a pas mal de petits trucs qui vont arriver, mais c'est pas des trucs qui vont voilà, je veux dire, il y a quoi dans les jeux qui sont intéressants? Il y a par exemple, ils vont sortir une version Switch 2 alors, sur Switch 2 du coup toujours. Les Little Nightmares, c'est ça, non? Il y a les Little Nightmares, exactement. Ouais. Alors je crois qu'il y a que les, enfin, j'allais dire il y a que les deux premiers. Oui, Il y en a que 2. et c'est les deux premiers parce que du coup le 3 Le 3 est très frais. ouais. Le 3, il est trop frais. Ouais, mais après c'est même pas les mêmes développeurs. Mm. Il y a le Lollipop Chainsaw qui vont remettre en version Oui, Switch le 2. rip-hop, mais... Ouais. Ouais, c'est le remake qui est déjà sorti. Oui, remaster. Ouais, c'est le C'est le remaster qui est déjà déjà sorti sur les consoles Et voisines. sur Switch aussi, il est déjà sorti, mais là ils vont D'accord. faire une version Switch 2. Ouais. Donc voilà. Voilà, bah, je pense que c'est pas mal pour cette semaine. On va déjà être pas mal occupé sur James Bond et Mina. Et puis déjà sur Yoshi. Et Yoshi, faut que tu le finisses, faut que tu le gold. Ouais. Ok. Eh ben, c'est pas le bon générique, c'est celui-là. Alors, merci Alexis d'avoir navigué avec moi jusqu'au bout de l'épisode. C'était cool. Eh bien, merci à toi. Eh ben, merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Et donc, si cet épisode vous a plu, même s'il vous a pas trop plu, même s'il était un peu moins bien que les précédents, je pense qu'il était bien quand même, eh ben, le mieux que vous puissiez faire, c'est parler de nous autour de vous, à vos potes, vos potesses, à n'importe qui. Partagez ça. Nous, ça nous aide, c'est chouette. Et donc, d'ici là, jouez bien, à la semaine prochaine, et puis bye bye. Bye bye. Tu dis pas bye bye? Salut. T'as encore quelques secondes pour dire bye bye. Bye bye. T'as encore 5 secondes.